Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce petit déjeuner de la Mobile Marketing Association. Comment le mobile révolutionne le paiement, hein. Je m'appelle Jérôme Bouteiller et on sera ensemble pour une grosse heure, hein, pour discuter de ce sujet avec les membres de la Mobile Marketing Association et leurs invités. On va regarder rapidement le planning, hein. On va discuter tous ensemble des wallets avec une première cartographie du wallet. Catherine, on peut peut-être montrer le premier slide, qui sera présenté par Johan Guillou, Aude Chapiro et Sébastien Givry, qui sont tous les trois membres du groupe de travail paiement mobile de l'association. On va également avoir une table ronde. On évoquera comment le mobile révolutionne le paiement. On aura les feedbacks de Frédéric Leclerc de Life, Sabine Kers de Brico Dépôt et Vincent Duval de Pélib. Mais on démarre tout de suite par un petit mot d'introduction de Bertrand Jonquois, rapporteur de la commission commerce mobile de la Mobile Marketing Association et cofondateur d'Atsuke. Bonjour Bertrand. Bonjour Jérôme, Comment merci ça, beaucoup comment pour ça va? cette petite introduction. Ça va très bien. Je suis ravi de participer à ce petit déjeuner virtuel en attendant que la Mobile Marketing Association réorganise ses petits déjeuners réels avec un vrai café, des vrais croissants. Mais on est quand même ravi de le faire là aujourd'hui dans ces conditions. Donc moi je suis donc Bertrand Jonquois. Je suis le rapporteur de la commission commerce mobile de la Mobile Marketing Association. Et je suis également cofondateur d'une startup qui fait du paiement qui s'appelle Atsuke. La commission commerce mobile, pour la présenter et pour introduire ce petit déjeuner d'aujourd'hui, c'est une commission qui intègre tous les aspects du mobile dans le commerce, hein, c'est-à-dire qu'on traite évidemment des sujets à la fois du commerce en ligne et du commerce dans les magasins. Et l'idée, c'est d'essayer d'embrasser tous ces sujets au sein de la commission avec différents groupes de travail. Le groupe de travail qui va s'exprimer aujourd'hui, c'est le groupe de travail qui parle du paiement mobile, hein, qui a été au cœur de l'actualité de ces derniers mois, forcément. Utiliser son mobile, et notamment son mobile sans contact, dans les Hmm. magasins. C'est un geste barrière. C'est exactement, c'était un geste barrière et ça a été très très largement adopté par l'ensemble des Français pendant cette période. On y reviendra. Donc ça, c'est le premier groupe de travail qui parle de tous les aspects du paiement mobile. On a un groupe de travail également qui est très proche de celui-là, qui s'appelle Interaction mobile en point de vente. C'est d'ailleurs un groupe de travail qui organisera un petit déjeuner à la rentrée de septembre. J'y reviendrai aussi pour vous donner quelques dates. Et là, on parle de toutes les interactions que le consommateur peut avoir avec son point de vente, avec son mobile, en élargissant évidemment à autre chose que le paiement. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'interactions, là aussi favorisées par le sans contact au sens plus large du terme, pas simplement la technologie sans contact, mais sur le fait que le magasin se digitalise de plus en plus et que les interactions avec le magasin se digitalisent elles aussi. Et Mhm. donc ça, c'est un groupe de travail très dynamique sur lequel on aura un échange et un petit déjeuner à la rentrée. On a également dans cette commission un travail qui est fait autour de l'ensemble des chiffres concernant le marketing mobile au sens plus large du terme, qui s'appelle le baromètre du marketing mobile. On y viendra aussi quelques secondes sur ce sujet pour rappeler que tous ces chiffres sont disponibles pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie d'en savoir plus sur les chiffres disponibles et proposés par la Mobile Marketing Association. Et puis il y a un quatrième groupe de travail qui s'appelle l'optimisation du parcours d'achat sur mobile, hein. Donc là, c'est comment travailler son optimisation d'achat à partir du moment où l'achat se fait depuis son mobile, hein. Donc là, on parle plutôt de e-commerce via mobile. Et on est en train de travailler pour redynamiser ce groupe de travail avec des nouvelles interactions, de nouvelles personnes qui vont rejoindre ce groupe de travail. Et si parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui veulent participer à ce groupe de travail, qu'ils n'hésitent pas à faire appel à nous, m'envoyer un petit message. Je serais ravi de discuter de ce sujet. On cherche des contributeurs nouveaux sur ce groupe de travail optimisation du parcours d'achat mobile. Voilà pour la commission commerce mobile. Donc il y a 4 parties. Et la partie la plus importante dont on va parler aujourd'hui, c'est le paiement mobile.
Je rappelle juste qu'il y a quelques rendez-vous importants. Il y a le prochain rendez-vous de la commission, si ceux qui nous écoutent sont intéressés, qui aura lieu le 29 septembre. Et puis, il y a le fameux petit déjeuner sur les interactions mobiles, donc qui se rapproche de celui qu'on fait aujourd'hui, mais qui débordera le sujet du paiement, qui ira plus largement sur le sujet des interactions mobiles dans les points de vente, qui aura lieu le 9 septembre. Et évidemment, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie complémentarité entre ce qu'on va se dire aujourd'hui avec les wallets et ce qu'on peut se dire encore plus avec les interactions mobiles en point de vente. Catherine, si tu peux passer la slide, je vous présente les trois intervenants d'aujourd'hui avant notre table ronde. Donc, c'est les trois membres du groupe de travail paiement qui vont s'exprimer aujourd'hui. Johan, qui introduira le travail que nous avons fait. Aude, qui parlera des paiements et des wallets. Et puis Sébastien, qui fera un petit aperçu de ce qu'on fait dans tout ce qui tourne autour du baromètre du marketing mobile, qui permettront à ceux qui nous écoutent aujourd'hui d'aller chercher des chiffres complémentaires sur le paiement. Merci. Merci Bertrand. Effectivement, donc on passe à cette deuxième partie, hein, la présentation des travaux de la commission. Exactement. Présentation des travaux avec, pour commencer, Johan, si tu es là. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Johan Guillou, je suis co-leader du groupe de travail paiement mobile et je suis également donc chef de marché au groupement des cartes bancaires CB, la marque préférée de paiement des Français. Et donc je vais introduire ce sujet sur les wallets. Petit mot d'introduction, depuis quelques années et surtout depuis la crise sanitaire, les paiements sans contact et les paiements VAD ont largement progressé. En 2020, il y a eu 112 milliards d'euros de paiements sur Internet, en hausse de 8%, et depuis le début de l'année, une hausse de 15% sur le premier trimestre 2021. Et le paiement sans contact également augmente très fortement. On a fait 3,4 milliards en 2019, 4,6 milliards en 2020, et on a déjà une augmentation de 64% en 2021 par rapport à la même période. Donc, ces deux facteurs entraînent la hausse donc, de ces paiements sur Internet et en sans contact. Et donc, les wallets font partie de ces évolutions. Donc, je vous fais une petite définition d'un wallet. Pour nous, le wallet, un wallet est un service qui permet à un porteur de carte d'accéder et de gérer de manière sécurisée ses données d'identification et ses instruments de paiement, ainsi que tous les services associés, à la fidélité par exemple. Dans cette cartographie, on a différencié les wallets en deux types. Le premier, ce qu'on appelle nous les wallets émetteurs, les wallets des banques, qui nécessitent un accord préalable de l'émetteur, donc de la banque, pour enregistrer ses cartes. Donc, la banque a un accord avec l'XPay ou le fournisseur de wallet. Et il faut absolument son accord pour pouvoir enregistrer ses cartes dans ce wallet. Donc, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont donc les wallets commerçants. Ces wallets sont donc des solutions, par contre, qui sont à l'inverse des wallets émetteurs, ouvertes à toutes les cartes de l'ensemble des émetteurs et donc sans accord préalable de l'émetteur pour mettre ses cartes. Et dans ces deux catégories, on peut faire du paiement de proximité avec son mobile en paiement de proximité et du paiement sur Internet également. Voilà pour la partie. Très bien, on va enchaîner sur la seconde partie avec Aude. Bonjour Aude. Bonjour à tous. Donc je me présente rapidement. Je suis donc Aude Shapiro en charge du marketing du coup chez Life, dont la vision cible côté grand public et donc l'application de paiement mobile LifePay. Et surtout donc depuis le début de l'année, membre du groupe de travail paiement mobile avec du coup entre autres Sébastien et Johan, avec qui on a bien travaillé pour du coup formaliser et donc pouvoir publier aujourd'hui cette cartographie des wallets de paiement qu'on va vous présenter. Donc Catherine, si tu veux passer au slide suivant, avant du coup de rentrer dans le
contenu de la cartographie, on voulait déjà juste rappeler des éléments de contexte, mais je pense qu'ils sont partagés et du coup connus de tout le monde. Mais de nombreuses du coup évolutions sont en train d'arriver ou ont démarré déjà il y a un certain temps, et elles ont créé du coup des nouvelles dynamiques de parcours, de nouvelles dynamiques de paiement qui ont été du coup mises en place. Tout initié du coup à partir de trois facteurs en particulier. Donc le premier, bien évidemment, c'est la technologie, avec l'omniprésence du mobile, le fait que le consommateur est toujours connecté, toujours à un clic de pouvoir acheter. Et donc ces nouvelles technologies ont du coup influencé la mise en place de nouveaux parcours, passant de parcours de paiement uniquement à des parcours combinant à la fois le paiement et la possibilité d'embarquer des services additionnels, des services de fidélité, des services digitalisés, etc. Le deuxième élément du coup, qui est du coup à l'origine de toutes ces nouvelles dynamiques, c'est bien évidemment toute la partie réglementaire qui est arrivée avec la gestion des données, la mise en œuvre de la DSP2, la prise en compte de nouvelles législations qui vont imposer ou ont imposé du coup la digitalisation de nouveaux contenus, la digitalisation du ticket de caisse, la digitalisation des titres de transport. Et donc, toutes ces règles, ces nouvelles réglementations ont contribué du coup à l'émergence de ces nouveaux usages qu'on a souhaité du coup illustrer dans la cartographie. Et le dernier point donc, qui est bien évidemment dans l'esprit de tout le monde, c'est donc cette crise sanitaire qui du coup a eu un effet catalyseur et a vraiment accéléré la mise en œuvre de tous ces nouveaux parcours. Catherine, si tu peux passer au slide suivant. En fait, on a voulu donc déjà retrouver, en fait, aujourd'hui, on retrouve en fait ces nouveaux usages et ces nouvelles expériences déjà dans les chiffres qu'on peut déjà regarder et consulter aujourd'hui. On voit que du coup, le mobile est devenu bien évidemment le support principal à la mise en œuvre de tous ces nouveaux parcours, bien évidemment autour d'applications mobiles, mais surtout, on voit bien que du coup, il commence à avoir un rôle de lien entre le monde digital d'un côté, donc les applications de paiement, les sites de e-commerce, et le monde physique de l'autre. Donc là, on voit avec les deux éléments sur le click and collect, du coup, l'essor du click and collect avec la génération de trafic additionnel en magasin, qui ensuite permet de déclencher des achats additionnels avec des achats impulsifs suite à la visite en magasin. Donc, c'est vraiment en fait la combinaison du coup du mobile qui permet donc de générer du trafic additionnel et donc de pouvoir permettre de générer du chiffre d'affaires additionnel pour les acteurs, entre autres les acteurs du monde du retail. Donc, on voit bien que ces chiffres nous montrent que la dynamique est en train de changer. Et donc, c'est ce nouveau paysage qu'on a souhaité du coup illustrer dans notre cartographie. Donc, l'idée est de vraiment repalayer un positionnement, une illustration des principaux wallets qu'on a identifiés. Bien évidemment, c'est notre vision issue de notre réflexion, de notre groupe de travail. Donc, n'hésitez pas à challenger ou à poser des questions si vous en avez. Catherine, si tu peux passer au slide d'après. On a donc réparti les différents acteurs en différents groupes. Donc, il y a le premier groupe qui constitue en fait les wallets de paiement. Donc là, on retrouve les acteurs traditionnels qui permettent de faire à la fois du coup du paiement en magasin, donc du paiement NFC, donc avec la dématérialisation de la carte bancaire sans contact, du paiement online et également du paiement peer-to-peer pour certains, donc du paiement interpersonnel, la possibilité de s'envoyer de l'argent. Le deuxième groupe, Catherine, c'est la partie, toutes les wallets de fidélité. Donc là, c'est des wallets en fait qui permettent de digitaliser les cartes de fidélité et pour certains, de proposer aussi la possibilité de payer en magasin toujours avec la même application, mais sans forcément combiner à la fois les services de fidélité et le paiement en magasin. Donc ça, c'est vraiment les deux grands blocs de wallets dont on pense assez rapidement. Et ensuite, pour reprendre un peu ces idées de nouveaux parcours et nouvelles expériences, on a voulu illustrer les wallets du coup, proposant du coup ces nouvelles expériences d'achat. Donc, on retrouve d'abord les wallets paiement et fidélité de marchands. Donc là, c'est vraiment des solutions, des applications qui permettent de faire du paiement en magasin. Mais dans lequel, en fait, vous retrouvez les services de fidélité digitalisés des enseignes ou des services additionnels du contenu vraiment qui est spécifique à l'enseigne et donc qui permet de créer vraiment une relation entre l'enseigne et ses clients aficionados de la marque qui veulent vraiment n'utiliser que l'application de l'enseigne. Et donc, dans ces applications, on commence du coup à voir émerger ces nouvelles expériences d'achat que sont des solutions de scan and go, la possibilité de combiner fidélité et paiement en un seul geste. Donc, c'est des wallets qui sont vraiment en plein essor. Donc, on voit que c'est des wallets à la fois
issus d'acteurs du service de la grande surface alimentaire, mais aussi de plus en plus des wallets de grande surface de la distribution spécialisée. Pardon. Et le dernier, du coup, qu'on a souhaité mettre également en avant, c'est toute la partie, la possibilité d'avoir également toute la partie paiement et fidélité, mais sur un wallet qui propose un parcours du coup multi-marchand et multi-service. Donc dans l'application LivePay aujourd'hui, vous pouvez bien évidemment faire du paiement en magasin, donc à la fois en QR code et en NFC pour les banques compatibles, faire du paiement online, faire du paiement peer-to-peer, donc le fameux paiement entre amis, mais on peut aller également plus loin pour aller digitaliser, on peut retrouver tous les services de fidélité digitaliser nos enseignes partenaires, donc de pouvoir retrouver les contenus du programme de fidélité, des offres, du contenu additionnel. Et on propose également toute une série de nouvelles expériences d'achat pour vraiment simplifier au maximum le quotidien de nos utilisateurs. Donc là, on retrouve des parcours tels que le scan and go, la possibilité de combiner paiement et fidélité lors du passage en caisse, et d'autres parcours qui sont en plein essor comme le click and collect, le paiement à table, etc. Et donc, l'objectif de cette cartographie, c'était vraiment de positionner les acteurs sur vraiment des groupes synthétiques pour que vous puissiez un peu illustrer et du coup retrouver un peu ces différents acteurs par rapport à ces nouvelles dynamiques de marché qui sont en train de prendre le pas en ce moment. Merci Aude. Merci beaucoup Aude, c'est très clair. Ce que je vous propose pour conclure sur cette question des cartographies des wallets, c'est vous montrer comment, si vous voulez en savoir plus sur le travail qui a été effectué, vous pouvez aller sur le site de la Mobile Marketing Association, dans lequel vous retrouverez cette distinction qu'on vient d'évoquer avec le paiement de proximité, le paiement sur Internet, qui est le cœur, comme je le disais tout à l'heure, de la commission commerce, à la fois traiter le mobile avec les interactions en point de vente et les interactions en ligne. Et donc on est vraiment exactement sur ce sujet avec la cartographie des wallets. Et Catherine, si tu peux passer la slide suivante, on a donc identifié, comme vous le voyez, et vous pourrez le retrouver dans cette cartographie, typiquement les différents usages, code évoqué, paiement, fidélité, transport. Et évidemment, l'objectif pour nous, c'est de continuer ce travail, d'aller plus loin dans ce travail et de continuer à suivre l'évolution des acteurs et du marché. Tout ça est disponible sur le site de la Mobile Marketing Association que vous avez juste en dessous, mobilemarketing.fr, et vous pourrez accéder à l'intégralité du travail qui a été fait par les trois partenaires dont on vient de parler qui ont travaillé sur cette cartographie. Le troisième que je voudrais vous présenter, c'est Sébastien qui a travaillé évidemment lui aussi sur ce sujet, mais qui a aussi une double particularité, c'est qu'il travaille aussi sur tout ce qui tourne autour du baromètre. Et il me semblait important, puisque le baromètre a été publié très récemment par la Mobile Marketing Association, de faire un petit rappel sur ce baromètre, et puis de montrer également que dans ce baromètre, il y a des informations sur le paiement. Sébastien, si tu veux bien prendre la main. Oui, bonjour. Donc, Sébastien Givry. Donc, je suis dirigeant de la société Idogis Consulting qui est spécialisée dans le BizDev. Et donc, là, je vais vous parler un petit peu plus, effectivement, donc de l'usage de ces wallets. Donc, Catherine, si tu peux aller sur la slide suivante. Donc, on a parlé, effectivement, Aude a parlé de l'augmentation des usages du paiement, des achats sur Internet, mais aussi en physique liés au mobile. Donc là, on va s'attacher aussi à vous présenter comment ça se traduit en termes d'usage de ces applications, de manière précise, d'applications de paiement mobile. Parce qu'il faut différencier l'achat sur mobile, qui peut être aussi fait avec une carte bancaire directement sans passer par une application, de l'achat qui utilise ces applications dont on vient de parler. Donc là, on n'a pas forcément de chiffres très, très précis en termes de volumétrie, en termes d'euros et de nombre de transactions. Par contre, ce que l'on a depuis quelques années, c'est des usages déclaratifs par des sondages. Donc là, en l'occurrence, la première à gauche par la société Paylib et Kantar, qui montre qu'effectivement que depuis 2018, on a une très, très forte croissance de l'usage des applications de paiement mobile. Et cet usage, donc c'est un autre sondage fait aussi avec carte bancaire et Kantar, qui montre que ces usages vont augmenter
dans les mois qui suivent, une fois que la crise sanitaire sera terminée, avec une augmentation de 26% des gens qui vont augmenter leur usage de l'application. Donc, non seulement continuer à l'utiliser, mais surtout l'augmenter. Donc, slide suivante, s'il te plaît, Catherine. Donc, en fait, comme l'indiquait Bertrand, ce que l'on s'attache à faire au sein de la Mobile Marketing Association, c'est aussi de donner beaucoup de chiffres sur les usages, sur les différents types d'usages du mobile. Et c'est important de mettre finalement des chiffres, de donner quelle est la portée de ces usages dans différents secteurs. Et donc, c'est ce que l'on fait au sein du baromètre du marketing mobile depuis quelques années. Donc, je vous en rejoins. Donc, non seulement vous trouverez, par exemple, sur le paiement particulièrement, donc nous avons des indicateurs fournis par Peli, par Kantar, par Carbancaire et Galit, que vous trouverez, mais vous trouverez aussi plus de 61 indicateurs différents sur tous les usages, l'expérience, le commerce, la publicité et le messaging au sein du baromètre. Donc, le baromètre, vous le retrouvez en infographie disponible librement sur notre site. Mais aussi le document complet, lui qui par contre est réservé aux membres. Mais la version, je dirais le deuxième écran, avec toutes les différents petits indicateurs, ça c'est une version interactive qui est disponible librement à tout le monde. Donc je vous enjoins à aller voir sur notre site, donc mobilemarketing.fr, les baromètres, pour avoir accès à tous ces baromètres. Et bien sûr, si jamais vous connaissez d'autres indicateurs, si même vous-même voulez participer à ce baromètre, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra enrichir ce baromètre assez régulièrement. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation très claire du baromètre. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez l'URL direct pour pouvoir accéder à toutes ces informations et compléter ce qu'on vient de dire avec l'intégralité des chiffres disponibles. Merci à tous les trois pour votre participation à ce travail pour les wallets, pour le baromètre, et je laisse la parole maintenant à Jérôme pour la table ronde. Merci Bertrand, merci de nous suivre ce matin dans ce live sur Zoom. Et normalement, il y a aussi une rediffusion sur les réseaux sociaux. Vous pourrez me confirmer pour me dire si ça fonctionne. Et on va effectivement enchaîner avec la deuxième partie de ce petit déjeuner, comment le mobile révolutionne le paiement, avec une table ronde réunissant Frédéric Leclerc, directeur général de Life, Sabine Kurz, responsable national métier caisse administrative de Brico Dépôt, et Vincent Duval, CEO de Peli. Bonjour à tous les trois, est-ce que vous êtes bien là? Bonjour Jérôme. Bonjour Sabine. Bonjour Jérôme. Frédéric et Vincent sont là également. Sabine, on va peut-être commencer par vous présenter. Donc, je disais responsable national métier caisse administratif de Brico Dépôt. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots, en quelques chiffres, peut-être en quelques dates, ce grand nom du bricolage? Alors, Brico Dépôt, effectivement, est une enseigne qui fait partie du groupe Kingfisher, au même titre que Castorama. Aujourd'hui, nous avons 123 dépôts. On ne parle pas de magasin, chez Dépôt, on parle de dépôt. Nous venons d'ouvrir les derniers magasins il y a quelques semaines, puisque le dernier magasin que nous avons ouvert, à savoir Balinvilliers, Pont-au-Combo, ont été ouverts sur le mois de mai 2021. Très bien. Et combien de magasins à travers la France? Je n'ai pas entendu. Une belle entreprise pour laquelle je suis en charge nationale. Pardon. 123. 123 dépôts, Jérôme. Très bien. Et vous disiez, il y a une petite latence avec le son. Vous disiez, pardon. Donc, du coup, j'étais en train de finir de me présenter Alors, Sabine, le son n'est pas très bon. En train de préciser que je charge nationale, effectivement, de la partie sur. Sabine, on ne vous entend pas très bien. Sabine, il faudrait peut-être couper votre caméra parce que la connexion n'est pas bonne et on ne vous entend pas très bien. Ouais, peut-être vous limiter à l'audio. Donc, vous nous disiez. On va peut-être passer à la présentation de Frédéric rapidement, en attendant que Sabine revienne. Frédéric, directeur général de Life, est-ce qu'on peut également présenter en quelques mots, en quelques chiffres, en quelques dates, ce grand nom des wallets français et européens?
Oui, Jérôme, merci. Alors, très rapidement, Le Life métier caisse, admin et de la personne avec. Est-ce que vous Oui, Sabine, alors merci d'avoir Donc, coupé la vidéo. parlais Effectivement, il y a un décalage assez important entre le son et votre son et le nôtre. Vous terminez votre présentation peut-être du coup. Est-ce Allez-y. que vous m'entendez mieux? Attendez, Oui, j'étais en train de me reconnecter sur mon oui, le son sur est un meilleur. autre. Ok. Excusez-moi, le son est meilleur. Donc terminez votre présentation, allez-y. Ok. Donc pour terminer, j'expliquais que j'étais en charge nationale de la partie métier caisse et admin et de la performance client pour Brico Dépôt. Mais on verra après comment on est arrivé à Life et à Pélib. Hein. La satisfaction du client, c'est vraiment notre quotidien. Et voilà, c'est ma partie en. Très bien, Donc, et on va y revenir dans un instant. Oui. Pardon. Donc merci Frédéric, on le disait, présentation de Life en quelques mots, en quelques chiffres. Oui, Jérôme, merci. Life est une fintech française de 150 personnes et on est leader du paiement mobile qu'on qualifie d'augmenté. En d'autres termes, notre mission est de tirer parti de l'omniprésence du smartphone et du développement du paiement mobile qui a été mis en évidence pour proposer des solutions qui permettent de gommer les irritants en point de vente, au premier rang desquels, évidemment, on va retrouver l'attente en caisse, mais il y a une certaine diversité on va en parler. qu'on cherche à adresser. On s'est lancé en mai 2017, donc aujourd'hui, une initiative qui bénéficie de 4 ans de développement et sur notre portefeuille de solutions, la clé de voûte est l'application LivePay. L'application LivePay, c'est 4 millions de téléchargements et 2 millions d'utilisateurs. Voilà pour les grands chiffres. Les grands chiffres. Très bien. On va également demander à Vincent Duval, CEO de Paylib, autre champion français des fintech et du paiement. Bonjour Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Alors Paylib, en quelques mots, Paylib, c'est une société qui a été créée il y a quelques années par les principales banques françaises. Aujourd'hui, on fédère en tour de table à peu près l'intégralité des groupes bancaires français et on est déployé auprès de l'ensemble de ces banques. Les banques qui nous ont déployés représentent à peu près 95%, un peu plus de 95% des Français bancarisés. Alors, Paylib, c'est fondamentalement 3 services, hein, le paiement en e-commerce, le paiement en magasin et le paiement de personne à personne. La vocation de Paylib, hein, sa raison d'être, c'est d'offrir aux Français une solution de paiement. Alors, on est made in France, mais enfin, en tout cas, made in Europe. C'est ça la vocation, c'est vraiment d'avoir une solution de paiement qui est protectrice des données personnelles et des usages des consommateurs, tant porteurs que marchands, pour protéger la valeur de nos économies marchandes en France et a fortiori en Europe. Et on va revenir aussi tout à l'heure. Et Paylib, en quelques chiffres, hein, c'est 5 millions d'utilisateurs et aujourd'hui 19 millions d'inscrits, notamment sous l'impulsion du paiement de personne à personne qui a connu un énorme boom ces derniers mois. On va y revenir. Alors, on va évoquer la période qu'on a traversée, hein, cette crise Covid. Est-ce que, comme on l'évoquait tout à l'heure dans la partie cartographie, est-ce que ça a accéléré l'adoption des solutions de paiement mobile? Sabine, Brico Dépôt, j'imagine que vos dépôts ont été impactés, fortement impactés par ces mois et ces mois de crise. Est-ce que vous avez observé une évolution des usages et un boom du sans contact chez vos clients? Oui, absolument. Déjà début mai l'année dernière, quand le GE Carte Bancaire a passé le sans contact de 30 à 50 €, qui correspondait tout à fait à ce qu'on attendait sur ce moment-là. Et nous, dans un même temps, on a réaffirmé toute la partie sans contact avec des nouveaux affichages et également tout ce qui est règlement NFC. On a vraiment réaffirmé, on le réaffirme régulièrement depuis juillet l'année dernière, avec vraiment des affichages spécifiques pour inciter les clients à payer en sans contact. Donc, c'était déjà une tendance forte avant la crise, mais ça s'est amplifié évidemment avec une prise de conscience de la valeur du sans contact et du paiement mobile. On pourrait quantifier la proportion aujourd'hui de paiements qui se font par ce biais? On a vu une augmentation
relative, mais j'ai pas les chiffres à date. Mais on a vu une augmentation très significative, de l'utilisation de la carte bancaire et du sans contact. D'accord. Et du paiement mobile également, une forte croissance sur ce type d'usage qui était le paiement mobile également, c'est ça. D'accord. Frédéric, on le disait aussi, forte croissance, j'imagine, avec cette crise Covid. Aujourd'hui, on pourrait quantifier le volume de paiement mobile par le biais de votre application? Alors, tout d'abord, notre application, comme l'a présenté Aude dans la cartographie, supporte deux typologies de paiement sans contact. Le paiement sans contact NFC, donc Paylib, puisqu'on porte l'application Paylib pour un certain nombre de banques françaises, mais aussi le paiement QR code. Alors, dans le contexte des inquiétudes sanitaires qu'on a connues, le grand intérêt du paiement mobile, sans contact mobile, que ce soit d'ailleurs sans contact NFC ou QR code, c'est qu'on déplafonne. Donc, Sabine nous parle… On est passé de 30 à 50 euros, je crois. Non, 30 à 50 euros. C'était sur la carte? Oui, pardon. Et on est au-delà, oui, bien sûr. C'est effectivement sur la carte, alors que ces plafonds ne sont pas appliqués sur le paiement mobile. Et donc, effectivement, ça permet d'apporter un cas d'usage beaucoup plus large, que ce soit QR code ou sans contact. Alors, nous, on a constaté, d'ailleurs, sur les deux typologies de paiement, une multiplication par 3 sur l'année qui vient de s'écouler. Je suis certain que Vincent va complémenter avec sa vision des choses, mais l'adoption du paiement mobile sans contact, donc, qui vient quelque part ensuite du paiement carte sans contact, est en croissance linéaire, stable, et donc c'est vraiment une adoption qui en tout cas démocratique. x3 cette année. On partait quand même de relativement bas. J'ai souvenir des chiffres de juillet 2020 de la BNF, la Banque nationale de France, la Banque de France, qui estimait que c'était moins de 1%, je crois, des paiements qui passaient par les mobiles. Là, on pourrait estimer qu'on est passé à combien? Alors, je n'ai pas d'estimation à partager. Peut-être Vincent, je crois, oui, effectivement. Vincent, c'est un chiffre qui était assez bas, je crois 0,34% de mémoire en juillet 2020. Et on serait monté à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est de l'ordre du pourcent. De l'ordre du pourcent. Et les chiffres que vous aviez montrés, je crois que c'était Bertrand qui nous montrait ces chiffres-là tout à l'heure. En fait, le 18% qu'on avait en 2018, aujourd'hui est à 38%. Donc, 38% de la population a goûté au paiement mobile. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'intensité où il y a 2 ans, c'était, on va dire, 18% et c'était très sporadique. C'était, on va dire, les clients s'essayaient au paiement mobile. Aujourd'hui, dans les 38%, on a des vrais utilisateurs qui ont vraiment un usage qui est devenu hybride entre la carte physique et la carte dématérialisée dans le mobile. On voit, alors Paylib, nous on représente sur les 18%, on est le premier service de paiement utilisé puisque 17% des Français nous utilisent. C'est plus que Google 14 et Apple Pay 12. En fait, donc à notre échelle, mais je pense qu'on est relativement représentatif du coup d'un phénomène de marché, on voit que globalement, le paiement en magasin par Paylib, c'est à peu près 8 transactions par mois par utilisateur. Si on compare ça à une carte, c'est à peu près le double pour une carte. Donc, on représente à peu près la moitié d'un usage d'un client. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, on est dans un usage qui s'installe, dans un usage qui est devenu hybride. En tant qu'utilisateur, on utilise un petit peu la carte en plastique et un petit peu la carte dans le mobile. Voilà. On est dans des usages en transition. Et Vincent, est-ce que cette proportion qui est quand même relativement faible sur le total des transactions, 0,34%, est-ce qu'elle a quand même tendance à fortement progresser post-crise? Alors, nous, on observe justement derrière vous voyez, on est quasiment sur des doublements de pénétration, mais on est surtout sur des facteurs annuels qui sont d'un facteur 4 sur les transactions. Alors, si vous prenez aujourd'hui un phénomène qui est relativement minoritaire, puisqu'on est de l'ordre du pourcent, en fait, avec le taux de croissance que l'on observe, on est sur une courbe en exponentielle. Alors maintenant, on connaît ces courbes en exponentielle avec le Covid. En fait, on sait que c'est explosif. Et quand on atteint le pourcent, eh bien, en fait, en 3-4 ans, disons
dans 4 ans, on peut s'attendre à ce que ça devienne majoritaire. Majoritaire, on pourrait passer de 1 à 50% d'ici 2025. Alors, l'échelle de temps n'est pas complètement certaine, mais je dis 4 ans parce que ça veut dire que c'est entre 3 et 5. Mais entre 3 et 5 ans, ça va devenir majoritaire. Ça, on le sait. D'ailleurs, on a l'expérience de la chose, d'une part, sur le paiement mobile dans les pays nordiques qui sont à ce stade-là aujourd'hui. Et donc, on observe, voilà, on suit la même courbe avec quelques années de retard. Et je rappelle que le paiement sans contact par carte, il existe depuis 10 ans. Et pendant 8 ans, c'était un phénomène minoritaire, voire marginal. Et il a explosé en 2 ans. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est devenu complètement installé et majoritaire. Hein, les chiffres que Johan évoquait tout à l'heure, en fait, ce n'était pas le cas pendant quasiment 8 ans. Mais voilà. Donc les paiements par smartphone pourraient connaître le même destin que le paiement sans contact avec carte, mais en tout cas, on le souhaite. Alors, on va reparler dans un instant du paiement en point de vente. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le paiement online avec Frédéric et Sabine, parce que aujourd'hui, le mobile, c'est la majorité de la fréquentation des sites e-commerce, mais c'est toujours une minorité, souvent, des transactions. Frédéric, Sabine, est-ce que aujourd'hui, des solutions de paiement mobile, des wallets, permettent de réconcilier un petit peu simplicité, sécurité? On l'a vu dans un contexte aussi avec la DSP2, hein, qui a parfois un peu compliqué les parcours clients. Est-ce que c'est un sujet que vous adressez chez Life, par exemple, Frédéric? Alors, nous, on adresse d'abord effectivement la fluidification du parcours client qui intègre la phase de paiement. Tu évoques la notion de paiement online. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une hybridation des parcours, puisque des parcours, comme l'évoquait Aude, de Scan & Go, c'est finalement un parcours online qu'on fait en magasin. Hein, donc, c'est fondamental de pouvoir fluidifier la phase de paiement, étant entendu qu'en magasin, l'irritant de paiement est parfois un petit peu plus difficile à supporter que quand on est tranquillement derrière son PC. Alors, on sait hein, qu'entre sécurité et fluidité, ce sont, on va dire, des… Il fallait souvent choisir, oui. Soit quelque chose de très fluide et généralement vraiment sécurisé vers ça. Il s'avère qu'aujourd'hui, grâce au mobile, hein, qui est un élément de sécurisation, on peut combiner fluidité et sécurisation. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, Life bénéficie d'un agrément octroyé par le GIE carte bancaire qui nous permet de faire l'authentification forte à la place de la banque émettrice. C'est ce qu'on appelle la délégation d'authentification. Et donc, ça permet de faire une validation de paiement en un clic sur son smartphone. Alors que je sois derrière mon PC en train de faire un achat online ou que je sois en magasin en train de faire un achat hybride, au sens canal du terme, eh bien, dans les deux cas, je peux payer en un clic. Et je pense qu'on arrive donc à concilier aujourd'hui fluidité et sécurité. Il n'en demeure pas moins que c'est un point d'attention, puisque ces évolutions sont des évolutions d'abord réglementaires, mais ensuite, on va dire, fonctionnelles et techniques. Et donc, il y a une adaptation de l'écosystème global sur ces évolutions. Donc, il y a beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie qui sont mises pour passer à l'étape. Et avec la DSP2 et les nouvelles RTS là, qui sont entrées en vigueur au printemps, vous avez senti peut-être plus de curiosité de la part des marchands pour des solutions comme Life? Alors, plus de curiosité. D'abord, il y a un changement de fondamentaux, puisque sur ce qu'on appelle le 3DS V1, c'est-à-dire la sécurisation des paiements en ligne qui existait avant, c'est bien le marchand qui décidait si oui ou non il souhaitait une authentification du porteur. Donc, s'il la demandait, il s'affranchissait du risque d'impayé. S'il ne la demandait pas, il était lui-même responsable, il prenait la responsabilité d'un éventuel impayé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas dans le modèle imposé par la DSP2 et surtout le 3D Secure V2, puisque c'est l'émetteur de la carte qui, lui, va prendre cette décision. Et donc, le marchand se retrouve dépendant de la décision qui va être prise par l'émetteur de la carte. Et donc, en termes de gestion du parcours client, il n'a plus, on va dire, toutes les manettes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de travaux, d'échanges et de manière constructive à essayer de trouver ce point d'équilibre. Vincent, cette DSP2 et ces nouvelles RTS, c'est aussi un accélérateur pour l'adoption de solutions comme Paylib? Alors oui, maintenant, c'était un phénomène qui était relativement anticipé par le monde marchand, ce qui explique… alors nous, on est présent à mobile, mais aussi laptop. Hein, donc, les chiffres que je peux vous donner, c'est des chiffres qui agrègent les deux.
on avait en 2019 à peu près 5000 e-commerçants qui proposaient Paylib comme moyen d'acceptation, et aujourd'hui on est à 50 000, donc une très, très forte croissance du nombre. Alors là-dedans, il y a des petits, il y a des gros, hein, il y a de tout. Je rappelle que pour accepter Paylib, c'est extrêmement simple en réalité, puisque c'est gratuit pour les sites de e-commerce. Ils n'ont qu'à demander à leur prestataire de solutions de paiement, hein, ce qu'on appelle les PSP ou les PAT, tout simplement de leur activer l'acceptation Paylib. C'est généralement une option gratuite de la part des principaux PSP. Et on travaille aujourd'hui avec à peu près tous les PSP de la place. Et en tout cas, c'est des solutions qui contribuent à redresser un peu les taux de conversion des marchands. C'est pas toujours très bon sur mobile. Alors complètement, puisque aujourd'hui, avec la DSP2, la DSP2, elle dit quoi? Elle dit que pour tout paiement de plus de 50 €, ce qui est souvent le cas d'un panier en e-commerce, il faut une authentification double facteur. Alors Paylib, il se trouve que c'est une authentification double facteur d'origine. Ça a toujours été double facteur. Donc la DSP2, en fait, apporte des contraintes sur les parcours de paiement. Et en fait, Paylib est une solution pour fluidifier cette authentification double facteur. Et dans les deux facteurs, je rappelle que pour Paylib, il n'y a pas de SMS. Hein, les deux facteurs sont l'authentification biométrique, la même qu'on utilise pour l'accès à son application bancaire, d'une part, et le device qui est enregistré par la banque émettrice. Donc, il n'y a pas de, en termes d'expérience client, c'est uniquement une authentification monofacteur, hein, vue du client. Il n'y a pas de code SMS et il n'y a pas de dispositif particulier en plus. Voilà. Donc, c'est plus fluide. Ça fluidifie hein. vraiment ce parcours d'achat, ce parcours paiement, quel que soit le montant, même au-delà de 50 €. Très bien. Donc, merci pour ces éléments sur la partie e-commerce, la partie online. On va parler de ce qui se passe en point de vente. Sabine, peut-être est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la genèse de votre réflexion chez Brico Dépôt, puisque on dit souvent que les caisses et l'attente en caisse, c'est un des principaux irritants. C'était le cas, j'imagine, par vos clients. Et vous avez entamé une réflexion un petit peu pour repenser tout ce parcours client? Ça l'est, effectivement. Ça fait partie des points majeurs sur lesquels on travaille au quotidien, c'est-à-dire effectivement lever les irritants des clients, mais surtout au niveau de la partie caisse, où l'attente en caisse fait partie des points qui génèrent le plus de stress pour les clients et du coup pour les équipes. Et comme on travaille beaucoup sur la satisfaction client, c'est un point sur lequel on a fait un focus. Donc, ce focus a fait qu'on a travaillé d'un point de vue un peu plus global l'année passée sur la sortie du confinement, sur tout l'écosystème caisse. Et c'est comme ça qu'on est parti pour rencontrer l'AFP l'année dernière et qui a fait qu'on est parti sur un projet de Scan & Go avec l'AFP de manière à pouvoir proposer quelque chose d'innovant à nos clients et quelque chose de rapide et qui nous permet également de travailler sur la fluidité au niveau des lignes de caisse. Et on va apporter de manière… Oui, pardon, vas-y. Donc, on comprend bien. Donc, non seulement il s'agissait de démocratiser le paiement mobile en caisse, mais là, vous êtes même allé en amont avec une logique de Scan & Go, donc en permettant à vos clients, depuis l'application Live, de scanner, c'est ça, le code barre des produits et quelque part de payer avant de passer en caisse presque. Tout à fait, mais on va lui offrir une seconde possibilité au client. Effectivement, le client, la seule règle, c'est d'avoir l'application l'AFP sur son téléphone. Il va scanner ses codes barres au fur et à mesure de ses achats. Et avant la sortie, il va faire un choix. Est-ce qu'il paye directement dans l'app ou est-ce qu'il passe en caisse? Il va conserver la possibilité de passer en caisse. S'il passe en caisse, le système, le point sur lequel on a travaillé avec l'AF, l'AF va nous générer un code barre qui va être lu par notre système de caisse et qui va permettre au client de payer, aussi bien en espèces, en chèque ou en carte bancaire, s'il ne veut pas payer dans l'app. Et le client qui veut payer dans l'app est totalement autonome sur l'intégralité de son parcours client, mais il pourra payer directement dans l'app et sortir sans passer par la caisse. Donc, on peut avoir le panier quelque part dans son smartphone et payer en liquide ou évidemment payer directement complètement dans l'application. Donc, vraiment une grande
un grand nombre d'options proposées aux consommateurs, clients de Brico Dépôt. Alors, quel est l'accueil de ces solutions? Est-ce que ces clients sont contents que vous proposiez ce genre de nouvelles options? Les clients sont surpris de cette nouveauté et adhèrent. Ça demande un petit peu d'accompagnement au démarrage parce qu'on explique le fonctionnement. Mais dès que les clients ont pris l'outil, on s'aperçoit, j'ai des dépôts tels que Dieppe, par exemple, où j'ai des clients qui reviennent régulièrement et qui ne font plus que des achats en Scan & Go. Ah oui, donc on les voit avec leur quelque chose qui est... on les voit avec leur smartphone complètement. dans les rayons en train de scanner les produits. Et donc ça, c'est un véritable nouvel usage. Tout à fait. Et puis qui, j'imagine, du coup, Oui. se présente à un agent qui vérifie leurs achats et sortent du magasin juste après. Exactement. Quel est l'accueil par les équipes de Brico Dépôt? Parce que ce sont des fonctionnalités qui pourraient peut-être en inquiéter certains. Non, les équipes sont hyper fières de pouvoir proposer quelque chose d'innovant à nos clients. Aujourd'hui, nous avons 7 dépôts qui testent et qui utilisent l'AFP. Ces 7 dépôts, les équipes sont hyper fières de porter quelque chose d'innovant comme l'outil de l'AFP. Et tous les dépôts attendent finalement la mise en place de cet outil pour pouvoir l'apporter. C'est un complément, c'est quelque part, c'est comme si on avait un nouveau mode de règlement. C'est pris comme ça, c'est un service supplémentaire pour le client. Très bien. Frédéric, on le voit, un déploiement réussi apparemment chez Brico Dépôt, déjà dans 7 dépôts, bien accueillis par les consommateurs, bien accueillis également par les équipes de Brico Dépôt. Ce type de logique, à la fois le Scan & Go puis le paiement mobile, ça a tendance à devenir une norme dans le monde d'après-Covid? J'aimerais bien répondre que ça va devenir une norme, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une adoption qui est beaucoup plus forte dans l'après-Covid parce que la période Covid a mis en évidence que les solutions numériques étaient utiles et répondaient à des attentes clients. Notamment, on a évoqué les irritants en point de vente. Les irritants en point de vente, eux aussi, ont été exacerbés par la crise sanitaire. Je pense à l'attente en caisse ou je pense aux échanges physiques en caisse avec des cartes et des tickets, etc. Donc aujourd'hui, à l'ère du numérique, il est évident qu'on peut dématérialiser la quasi-totalité des processus, dont les processus d'achat, que ce soit la constitution de panier ou le paiement. Alors, on a commencé évidemment par dématérialiser, on va dire, le passage en caisse, c'est-à-dire non seulement le paiement, mais l'identification via un programme de fidélité, on en reparlera. Voilà, tout ce qui se passe en caisse. Alors, ce qui est intéressant d'abord, dématérialiser le passage en caisse, ça supprime le premier irritant qui est que j'ai encore un portefeuille beaucoup trop épais aujourd'hui avec des cartes et des tickets. Et puis, ça me permet de l'accélérer. Le deuxième intérêt d'avoir dématérialisé totalement le passage en caisse, c'est qu'alors, ce passage en caisse, finalement, se faisant sur mon mobile, je peux le faire dans un autre contexte. Et le Scan & Go, c'est bien sur la base de cette dématérialisation qu'on peut le construire, puisque n'ayant plus à passer en caisse pour payer, alors je peux aussi constituer mon panier dans le rayon et puis le payer dans le rayon et sortir par une sortie dédiée. Donc, en d'autres termes, on ne réduit pas l'irritant ou les irritants du passage en caisse, on les supprime. D'accord. On fait plus de différence d'ailleurs entre commerce et e-commerce désormais. C'est finalement la même expérience. On ne fait plus de différence. Prenons le click and collect, prenons le Scan & Go. In fine, quand je fais du click and collect et que je vais récupérer mon colis dans un magasin physique qui parfois d'ailleurs est complété par un achat que je vais faire sur site, c'est ce qu'on appelle nous une hybridation des canaux et des expériences et donc on n'a plus du tout le canal e-commerce, le canal de proximité. Et à l'inverse, c'est la combinaison des deux qui permet d'apporter des alternatives qui répondent aux attentes des consommateurs. Ouais. Vincent, le témoignage de Sabine, il est intéressant. On sent qu'effectivement, les usages en point de vente sont complètement en train de basculer. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs très, très intéressant ce témoignage de Life et de Brico Dépôt, parce qu'on voit bien la complémentarité aussi des deux approches, Life d'un côté, Pélib de l'autre. Life, voilà, avec cette approche de
on va dire de services à valeur ajoutée dans une approche un peu verticalisée des usages, avec justement ces expériences un peu innovantes. Et à contrario, Paylib, nous, on est très focus sur le paiement, et j'ai envie de dire presque rien que le paiement, ce qui nous permet, là par contre, de compléter le dispositif en ayant une approche très transversale et très universelle. C'est pour ça, aujourd'hui, nous, on est extrêmement massif. On a 19 millions d'utilisateurs aujourd'hui. C'est extrêmement large et ça se veut véritablement universel, toute banque, tout client. Alors, voilà. Universel, là-dessus, il y a encore un petit frein parce qu'il y a un constructeur californien, Apple, pour ne pas le nommer, qui restera encore l'usage du NFC, notamment en point de vente, à sa seule solution de paiement, Apple Pay. Alors ça, c'est effectivement un vrai sujet. On a, sur les 3 services de Paylib, e-commerce, peer-to-peer et magasin, en fait, ils sont tous compatibles, toutes plateformes. Il y a juste un écueil, c'est que sur en magasin, on a besoin d'accéder à l'antenne NFC du mobile. Notamment, on parle des QR codes, mais enfin, de là, demander il y a à peu près 1 million de points de vente en France. On ne va pas demander à 1 million de points de vente de redéployer un dispositif d'acceptation, alors qu'il a déjà investi aux côtés des banques dans le dispositif NFC. Donc, la première chose, c'est évidemment que commerce et wallet bancaire, nous demandions, on l'a demandé gentiment à Apple depuis quelques années, on s'est vu essuyer des refus. Aujourd'hui, la demande, elle est maintenant auprès du régulateur. Et on demande ça ensemble, main dans la main, commerce et wallet bancaire. On le demande évidemment aux échelons nationaux, mais également à l'échelle européenne. Et en l'occurrence, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a un projet de Digital Market Act. Il y a donc un texte européen qui est en préparation, qui logiquement devrait aboutir d'ici fin d'année pour du coup obliger les plateformes qui ont à la fois un rôle d'operating system sur les mobiles et qui par ailleurs proposent des solutions de paiement, de bien dissocier ces 2 activités et de ne pas faire de favoritisme au niveau de l'OS de leur propre solution de paiement. Alors ceci vaut évidemment pour l'acteur californien, mais ça vaut d'ailleurs également pour les autres big tech que peuvent être les systèmes Android ou Samsung, dans une moindre mesure où ils cherchent à s'octroyer certains avantages. Mais globalement, là où il y a vraiment une entrave franche et massive, c'est évidemment… C'est sur iPhone et ça représente quand même un nombre de clients non négligeable. Mais bon, vous pariez sur l'ouverture du NFC de l'iPhone. C'est écrit, c'est déjà dans les textes publiés par la Commission européenne et qui sont soutenus globalement par le Parlement européen. Donc, les textes seront adoptés très probablement d'ici la fin de l'été, d'ici la fin de l'année. Écoutez, on vous le souhaite. Et puis peut-être, du coup, Paylib en NFC sur iPhone, peut-être dès l'année prochaine. Alors, pas que Paylib, ça sera valable pour toutes les solutions de paiement européennes, donc nos homologues européens, mais également toute autre application qui peut être concurrente à Paylib pourra proposer ces solutions sur plateforme iOS, alors qu'aujourd'hui, c'est entravé. D'accord. On va parler du coup peut-être du futur, de ce que vous pouvez anticiper dans les autres changements. Sabine, chez Brico Dépôt, donc là vous avez évidemment ce projet avec Life qui est assez ambitieux. Ça va, j'imagine, ça a vocation à être déployé sur l'ensemble de vos dépôts, j'imagine, cette solution? Oui, absolument. À la rentrée, on va partir sur une phase de déploiement. Et donc, je pense que sur les premiers résultats et des vraies mesures, on pourra en reparler ensemble en fin d'année. Mais en soi, c'est déjà une belle réussite puisqu'il y a une belle prise en main et des très bons retours de tout le monde. Mais ça fait partie de l'avancée. Vincent disait que… Ça fait partie des points sur la… Bien sûr. Alors Vincent disait que le paiement mobile avait vocation à devenir majoritaire finalement à très court terme, d'ici 2025. Est-ce que ça va vous pousser peut-être à réorganiser vos magasins, à donner peut-être moins de place aux caisses enregistreuses, à réinventer des parcours clients, parce qu'on voit effectivement maintenant de plus en plus de consommateurs qui rentrent en magasin avec un smartphone. À quoi va ressembler un Brico Dépôt à la fin de cette décennie ?
Ça, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que ce n'est pas moi qui porte C'est un peu une question boule de cristal, elle est difficile. cette démarche. C'est complètement. Oui, c'est complexe. Mais en tout cas, les parcours clients qu'on imaginait depuis une cinquantaine d'années avec voilà, des consommateurs qui rentrent, un parcours qui ressort par les caisses, ça risque d'être pas mal bousculé. Ils ont totalement changé. On le voit aujourd'hui. On voit les évolutions, on voit ce qu'on fait aujourd'hui avec Life. Les choses évoluent. L'une des et malgré tout, vous aurez toujours des clients qui payent et vous aurez toujours. Pardon, Frédéric. Jérôme, vous aurez toujours des clients qui payent en espèces. On est quand même un des secteurs d'activité où vous avez quand même un pourcentage de cash qui est encore utilisé. Oui, il y a des bricoleurs qui utilisent beaucoup de liquide. Enfin, on voit quand même des pays qui sont en train d'interdire le cash. Ça pourrait quand même disparaître, ou en tout cas devenir de plus en plus rare. Je vois que Vincent est du Non, on ne peut pas dire ça, Jérôme. En tout cas, il y a des pays qui effectivement sont en train de réduire l'utilisation du cash. Oui. Et en tout cas, Sabine, la dynamique, c'est de donner de plus en plus d'autonomie aux clients, y compris en point de vente. La preuve en est avec le Scan & Go. Oui, clairement. Donc, ce sera une tendance lourde. C'est autonomie, satisfaction, mais c'est l'engagement des équipes aussi, puisque les engagements sont quand même. Les équipes sont engagées et portent ces projets-là et sont hyper fiers. Et si on veut de la satisfaction client, elle fonctionne aussi avec l'engagement des équipes. L'un ne va pas sans l'autre. Et comme l'inverse est vrai, l'engagement des équipes existe si la satisfaction du client, elle est là. En tout cas, beaucoup d'innovation, mais il faudra évidemment qu'elle soit accompagnée par les équipes qui devront évidemment faire de la pédagogie auprès des clients, sinon ça ne marchera pas. On est tous d'accord là-dessus, Sabine. Jérôme, je me permets de rebondir là sur ce que vous disiez sur le cash. Oui. Pardon, juste une petite remarque. Il y a une question sur le chat qui concernait le sujet juste avant. Est-ce qu'on peut peut-être juste répondre à cette question sur la limite de montant du Scan & Go chez Brico Dépôt? J'allais y répondre, Bertrand. Ok, vas-y. Je vais y répondre, c'est très simple. En fait, la limite de paiement dans l'application Live, c'est 3 000 € par jour, qui est évidemment à compléter par la limite de votre propre carte bancaire. Donc, il n'y a pas de limite, je dirais, qui puisse impacter l'acte d'achat en magasin. On est très loin des 50 € d'une carte sans contact. Voilà, exactement. Non, ça, c'est la force du paiement mobile. On voit le panier moyen. Voilà, mais le panier moyen aujourd'hui sur le Scan & Go, il reste inférieur à 50 € malgré tout. D'accord. Vincent, sur le cash. Le panier moyen, on a des achats qui sont au-delà. Mais... Oui, sur le cash, pour resituer quelques ordres de grandeur dans le paiement en France, retenez que les paiements par carte, ça représente à peu près une douzaine de milliards d'euros, une douzaine de milliards de nombre de transactions annuelles. Le cash, il représente, on l'estime, le cash, parce qu'on n'a pas évidemment c'est pas tracé, mais on estime que c'est à peu près 30 milliards. Donc ça reste vraiment en volume important. Et pour situer aussi le chèque c'est à peu près 1 milliard. Voilà, grosso modo, 1 milliard de chèques, 12 milliards de cartes et à peu près 30 milliards de cash. Donc vous voyez que quand même le cash, il peut diminuer fortement, largement avant de mourir. Et d'ailleurs, les pays où il a fortement diminué, notamment les pays nordiques, notamment avec des applications comme Swish qui proposent les paiements de personne à personne, parce que le cash, il est beaucoup dans la personne à personne, ou le paiement en magasin. En fait, les Suédois sont allés jusqu'à réinstaller le cash dans leur propre constitution, justement pour en garantir la préservation au titre on va dire, de l'inclusion sociale pour les personnes âgées ou pour certaines personnes non équipées de smartphones. Donc, quand même, quelque part, voilà. Il ne va pas complètement disparaître, mais il y a quand même une tendance à moins utiliser le cash, évidemment. Évidemment. Alors, mais 30 milliards de transactions. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. 2 tiers des transactions qui sont aujourd'hui avec un mode papier, quelque part, oui, ils ont vocation à se digitaliser. C'est clair. Parmi les autres tendances, il y a aussi la convergence entre paiement et fidélisation. Frédéric va nous en parler. Sabine, c'est un sujet aussi sur lequel vous réfléchissez chez Brico Dépôt, dans un seul et même geste, de payer et puis peut-être demain de comment on dit, burner sa cagnotte ou ce genre de choses. Il y a une réflexion autour de ça?
Voilà, vous avez fait la question et la réponse. Oui, on réfléchit à ça. Là, aujourd'hui, on voit avec Life, on a déjà la prise en compte de la carte client. Donc, on sait tracer le client sait déjà retrouver son ticket de caisse, sa facture sur son espace client, même s'il est payé en Scan & Go, ça remonte directement dans les systèmes. Donc, ça fait partie, on va dire que c'est un projet global, hein, et la FID et Ça toute va la arriver partie client. très vite. Frédéric, effectivement, on le rappelle en introduction, Live, ce n'est pas que du paiement, c'est aussi la dématérialisation des cartes de fidélité. Il y a une tendance aussi à la fusion du geste, hein, en un seul et même geste. Ça va être aussi une tendance lourde de la décennie? En fait, rien ne justifie aujourd'hui qu'on ne facilite pas le parcours client en caisse en tirant justement parti des wallets pour le fluidifier. Si on parle de la fidélité, tous les clients sont appétents pour avoir un programme de fidélité et bénéficier de promotions quand elles sont bien ciblées, quand elles nous parlent. Et quand on réchigne, je dirais, à adhérer à un programme de feed ou quoi que ce soit, c'est plutôt parce qu'il faut remplir un formulaire, On n'a pas le temps. quelque part, j'ai pas le temps et je n'ai pas la tête à ça. Grâce au paiement mobile, on va non seulement en amont simplifier l'adhésion à un programme de fidélité, puisqu'en deux clics, je peux adhérer à un programme de fidélité, étant entendu que toutes mes données personnelles protégées, comme avec Pélib, bien sûr, peuvent être utilisées suite à mon consentement pour adhérer à un programme de fidélité. Donc, en deux clics, je peux y adhérer. Et ensuite, je vais bénéficier d'informations, de promotions, de toute l'animation commerciale sur mon mobile dans l'application LivePay, donc de manière peu intrusive, hein, c'est ni email ni SMS. Et je vais à la fin pouvoir en bénéficier en un clic lors du passage en caisse. Donc, il est évident que le paiement doit être fluidifié. Ça, c'est le premier acte. Et je pense que je partage l'avis de Vincent que le paiement mobile va bénéficier de la même courbe que le paiement sans contact. C'est qu'il va y avoir une inflexion et en quelques années, on va changer de monde. Mais l'avantage du mobile, c'est que là où la carte, finalement, étant un instrument passif, c'est une carte en plastique. L'avantage du mobile, c'est que ça apporte beaucoup pour tout ce qui est, je dirais, dans l'écosystème. Enrichir l'acte de paiement, ouais. On peut sécuriser, prendre une assurance, fidéliser, faire 2 gestes en 1, 3 gestes en 1 très facilement. Et même pour collecter de la donnée comportementale, pour faire de l'animation commerciale extrêmement ciblée, pour fluidifier l'usage des promotions. Bref, il y a un potentiel de développement autour de l'animation client, puisque le paiement étant la ponctuation de la relation commerciale, c'est bien l'élément, je dirais, qui est clé dans le monde du commerce, et il y a un fort potentiel de développement autour de cette phase-là. D'accord. Et d'ailleurs, Life est de facto une super app, hein, qui combine différents métiers. Vincent, vous, chez Pélib, vous allez rester focus sur le paiement, mais il y a aussi vocation à enrichir d'autres applications, hein, comme Life ou d'autres éventuellement, de cette brique de paiement qui aujourd'hui devient incontournable dans de plus en plus d'applications, de super applications. On le voit notamment en Asie ou aux États-Unis. Oui, tout à fait. Vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est Life est plutôt voilà, à organiser une intégration avec les commerçants pour mettre de la valeur ajoutée. Nous, notre vocation, c'est plus une approche transversale, véritablement focus sur le paiement pour être intégré dans des dispositifs commerçants ou des apps. Exemple, Life nous intègre comme solution de paiement pour… Mais demain, on pourrait retrouver Pélib dans une application de messaging, par exemple, ou dans d'autres wallets, comme ceux qui étaient évoqués dans la cartographie tout à l'heure? Oui, alors avec juste une condition, parce qu'on a été souvent approché par certains big tech. La raison d'être de Pélib, c'est de protéger les données des actes marchands, à la fois pour protéger les porteurs, mais également pour protéger les commerçants, parce qu'on voit bien, il y a certaines ambitions de certains big tech qui consistent en réalité à amener des solutions de paiement pour capter les données d'achat, parce que les données de paiement, finalement, c'est les données d'achat, pour après désintermédier le monde du commerce et en capter de la valeur. Et ça, c'est un sujet qui est, on va dire, les autorités françaises et européennes ont bien pris conscience de ça, le monde du commerce aussi,
Et notamment, c'est pour ça qu'on avance main dans la main avec notamment les associations Eurocommerce au niveau de l'Europe pour être très vigilant par rapport à ça. Alors, du coup, s'intégrer dans des apps de messaging, oui, mais à condition qu'il y ait, comment dire, aucune ambition de voracité des données. C'est un peu là-dessus qu'aujourd'hui, on est contraint de dire non pour cette raison. Et vous voyez que c'est un vrai sujet parce qu'on voit bien cette boulimie qu'ont les big tech de capter ces données. Quand on leur dit on peut offrir le service, mais sans donner les informations, les datas, tout de suite, ça les intéresse beaucoup moins. Ouais, on voit qu'il y a une vraie question sur la souveraineté de ces solutions de paiement. Complètement. La France était un champion de la monétique il y a 40 ans avec les premières cartes à puce. On a avec Paylib et avec Life de beaux champions aussi du paiement mobile. Il va falloir effectivement les protéger. Sabine, vous avez pas de... Oui, il est temps de conclure. Non, il y a une question dans le chat qui rejoint un peu les échanges que vous avez eus il y a quelques minutes sur la part du cash, la part des CB, la part des paiements mobiles en retail à terme. Donc, je ne sais pas si on peut répondre, si on a la boule de cristal pour répondre à cette question, mais ça donne quand même une idée par rapport à l'échange que vous avez eu tout à l'heure sur le paiement liquide notamment. Oui, alors on va pas avoir des réponses exactes. On peut quelque part partager quelques hypothèses et quelques raisonnements. Sur le paiement en magasin, on voit qu'il y a vraiment ce développement en courbe exponentielle du paiement sans contact qui bascule mobile, même s'il reste encore, c'est encore un peu notre variant Delta à nous, le mobile dans le paiement sans contact, mais vous voyez qu'il va prendre de l'ampleur et on estime qu'il va s'imposer comme majoritaire dans un horizon de 3 à 5 ans. Ça, c'est pour figer l'aspect en point de vente. Le cash, il est... Vincent. Oui, allô? Oui, Sabine, quelle est votre analyse? Oui, Vincent, je voulais juste intervenir sur ce que vous disiez, juste compléter. Je pense que l'augmentation du sans contact et du NFC se fait au profit forcément de la carte bancaire, mais ça vient faire baisser le taux, chez nous, tout du moins, le taux d'utilisation des chèques. Le cash reste au même niveau, mais c'est plus les chèques qui baissent d'une façon hyper importante. D'accord, oui, le chèque est amené à disparaître assez vite. Oui, le chèque, il avait déjà commencé une très forte décrue et ça ne fait que l'accélérer. Donc ça, c'est pour situer le paysage de vente. Le cash, il est aussi, les 30 milliards de transactions cash sont beaucoup des transactions aussi pour des petits montants. Alors là, du coup, le sans contact, qui soit carte ou mobile, évidemment, le fait basculer. La forte croissance qu'a observée carte bancaire est principalement liée à une substitution de cash également. Et enfin, il y a beaucoup de cash est utilisé dans les échanges de personne à personne. Et là, pour le coup, c'est le service Paylib entre amis qu'on a vu très, très fortement s'accélérer depuis Noël, probablement sous l'effet d'une forme d'hybridation entre présentiel et distanciel dans les réunions familiales de Noël, où il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés et en même temps, certains membres de la famille qui étaient à distance et qui ont fait des cadeaux de Noël par Paylib entre amis. Et ça a vraiment marqué le début de l'explosion du paiement de personne à personne en France, puisqu'aujourd'hui, on a une croissance, je peux vous la citer, la croissance sur le paiement de personne à personne, elle est 6 fois plus forte que la croissance du paiement mobile en magasin. Donc, alors, on partait d'un peu plus bas, mais aujourd'hui, c'est en train de véritablement exploser. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, ça sera forcément au détriment du cash. Il y a 30 milliards de transactions. Très bien. Il est 10h09. Je vais vous demander à tous les trois peut-être un mot de conclusion. Sabine, on peut parler de révolution pour le paiement mobile et ça va révolutionner évidemment l'expérience client chez Brico Dépôt. Une révolution, une évolution, comme les deux, je pense que ça va ensemble. C'est de l'innovation et c'est un super challenge pour les équipes des dépôts. Mais voilà, la digitalisation, c'est au bénéfice des clients, mais aussi des équipes. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour plus de temps pour accompagner nos clients. Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin. Et puis on invite tous les gens qui nous ont écoutés, qui ont un projet de bricolage cet été, à se rendre chez Brico Dépôt et à tester évidemment la solution pour acheter en Scan & Go leurs produits. Frédéric, également un mot de conclusion. On peut parler de révolution.
On est d'accord? Oui. Alors, je voudrais d'abord très rapidement rebondir sur ce que disait Vincent, parce qu'on partage cette mission qui consiste à protéger les avoirs et les données de nos clients. C'est très important. D'ailleurs, on a des actionnaires communs et c'est très important pour eux. Ils sont très attentifs à ce point-là. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, pour une petite boutade, que nos solutions sont payantes. Sous-entendu, on ne monétise pas les données de nos clients à leur insu. Mais c'est important. Voilà. En termes de conclusion, 3 points. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on constate que ces usages, que ce soit du paiement mobile et puis tout ce qu'on a évoqué, c'est beaucoup moins ésotérique qu'on pouvait l'imaginer peut-être avant la crise. C'est-à-dire que ce soit le personnel en magasin ou que ce soit les clients, alors certes, pour une partie d'entre eux, mais l'adoption est facile. Hein, cet aspect ésotérique a disparu. Premier point. Deuxième point, c'est que le niveau d'effort pour les mettre en œuvre n'est pas démesuré. Hein. On a des projets de mise en œuvre de solutions Scan & Go qui de l'ordre de 2 mois pour déployer, ce qui a été le cas par exemple avec le Total. On a été un petit peu plus long avec Brico Dépôt puisqu'on a eu l'intégration caisse pour proposer le passage en caisse, etc. Mais globalement, ce sont des niveaux d'effort qui sont digestes. Et le troisième point, c'est que force est de constater que ça répond aux attentes clients. Et donc, je ne peux qu'inciter l'écosystème à considérer ces alternatives. Et nous, on incite évidemment les consommateurs à télécharger l'application Life et puis les marchands ou d'autres partenaires à évidemment travailler avec vous, adopter vos solutions. Vincent, on va également conclure avec un mot de conclusion pour Paylib. L'avenir est radieux du coup pour le paiement mobile. Alors oui, surtout, moi je voudrais insister sur un point en guise de conclusion, c'est cet enjeu de souveraineté que nous avons qui est collectif, les acteurs bancaires, les acteurs du paiement européen et les acteurs du monde marchand. Si on ne veut pas demain que tout un pan de notre économie, et on ne parle pas de l'économie du paiement, on ne parle pas de la filière paiement, on parle vraiment de l'économie de nos marchands. Si demain, les big tech viennent désintermédier les relations clients du monde marchand et du monde bancaire, c'est des pans entiers de la valeur de nos économies qui vont passer de la France et de l'Europe vers l'autre côté de l'Atlantique. Et ça, c'est quand même un enjeu sur lequel on doit collectivement être bien sensibilisé. Alors, là-dedans, vous avez vu qu'on a Paylib, on adresse la population française à l'échelle de l'intégralité de cette population. On a en face de nous ces big tech, hein, notamment Google Pay, Apple Pay. Vous voyez qu'on arrive à tenir vraiment notre place face à eux. Donc, on a besoin effectivement collectivement du soutien de tout le monde pour imposer cette brique paiement. Et que le régulateur régule intelligemment. Exactement. Alors d'ailleurs, je vous invite. Je n'ai pas toujours fait dans la publicité. Jérôme, juste simplement, je vous invite justement à titre personnel à profiter de l'opération de parrainage que l'on a en cours. Donc, chacun de nous là, peut gagner 30 € en parrainant des amis sur Paylib entre amis. Ça tombe bien, le service, il est gratuit, il est pratique. Et donc, je vous envoie le lien dans le chat pour… Avec plaisir et on le partagera aussi, autour de nous. Merci beaucoup Vincent également pour ce témoignage. Bertrand, hein, on l'a vu, une table ronde riche en informations et on voit vraiment le dynamisme du paiement mobile. Excellent, bravo Jérôme, bravo à tous. Vraiment une table ronde intéressante avec quelques questions posées par ceux qui nous écoutent. Donc merci à tous, vraiment très intéressant. Catherine, si tu peux passer la slide, ceux qui le souhaitent pourront retrouver l'intégralité de ce qu'on vient de faire aujourd'hui sur notre chaîne du marketing mobile sur YouTube. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le prochain rendez-vous aura lieu le 9 septembre avec les interactions mobiles en point de vente. Donc, pour élargir encore ce qu'on vient de voir aujourd'hui, pas uniquement le paiement, mais tout ce qu'on peut faire d'autre comme interaction mobile en point de vente. Et là aussi, la période qu'on a vécue de pandémie a régénéré un peu les solutions que proposaient les points de vente. Il y en a encore beaucoup à inventer, beaucoup de choses à mettre en œuvre. Donc, on essaiera de faire le point là-dessus. Et puis, vous rappelez que sur la chaîne vidéo de l'association, il y a évidemment tout ce qu'on vient de voir sur le paiement, mais il y a aussi plein d'autres sujets qui ne sont pas très éloignés et qui peuvent vous intéresser,
notamment le Drive to Store. Hein, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec le mobile pour pouvoir amener ses clients dans les points de vente, le e-retail média, la créativité sur mobile, le messaging. Bon, bref, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur la chaîne YouTube de la Mobile Marketing Association. Et puis pour conclure, Catherine, si tu peux passer la dernière slide, voilà, vous pouvez nous rejoindre sur tous les liens, les réseaux sociaux de la Mobile Marketing Association, et puis notez le prochain rendez-vous de la commission commerce mobile. Et puis rejoignez la commission commerce mobile de Bertrand. Rejoignez la commission commerce mobile, exactement. Et notez dans vos agendas que la prochaine réunion aura lieu le 29 septembre, après un été bien mérité. On essaiera de se retrouver tous. Et puis j'en profite aussi pour rappeler qu'on cherche des contributeurs sur la partie optimisation du parcours d'achat mobile. Donc là aussi, le paiement est à demander à Sabine. Donc voilà, ceux qui souhaitent travailler sur volontiers. Je suis partante. Avec plaisir pour nous rejoindre. Alors. Je suis partante, Bertrand. Ok, merci beaucoup. Merci. On vous inclura dans les travaux de notre commission. On vous invitera à la prochaine commission. Catherine, si tu peux noter ça dans tes petites tablettes pour qu'on n'oublie pas. Et puis, merci à tous. Bravo pour le timing parfaitement respecté. Et très bonne journée à tous. Merci Jérôme, merci à tous. Très bien, merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.